Terre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le programme 206 s'occupe de la sécurité et de la qualité sanitaire de l'alimentation et a pour objet de garantir la qualité et l'état de salubrité des végétaux, des animaux et des aliments destinés à la consommation humaine. L'exécution de ce programme est confiée à la Direction générale de l'alimentation ainsi qu'à l'opérateur, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, dit l'ANSES, qui d'ailleurs en 2018 s'est vu confier de nouvelles expertises. La politique de la sécurité alimentaire en France relève notamment d'un protocole de coopération entre la Direction générale de l'alimentation, sous tutelle du ministère de l'Agriculture, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui relève du ministère des Finances, et de la Direction générale de la santé, qui agit pour le compte du ministère de la Santé. Le contexte budgétaire du programme 206 est particulier car les crédits de ce dernier sont largement dédiés à l'intervention publique lors des crises sanitaires. Et nous partageons cela avec le précédent rapport. Ces dernières années, notamment en 2016-2017, les dépenses ont fortement varié à la hausse à cause de plusieurs crises majeures, comme celle du virus influenza aviaire, hautement contagieux, qui a provoqué donc une hausse des dépenses pour indemnisation des éleveurs à la suite de l'abattage des animaux atteints. D'autre part, la crise des laits infantiles produits par l'entreprise Lactalis a conduit à la création d'une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale. Elle a conclu à la nécessité d'un réaménagement des responsabilités administratives concernant la sécurité alimentaire au profit d'un opérateur principal. Depuis, des dispositifs ont été mis en place pour couvrir les dépenses supplémentaires en anticipant les conséquences de ces crises alimentaires. Alors, le programme 206 voit ses crédits portés à 554,1 millions d'euros en AE et 552,4 millions d'euros en CP, crédit de paiement, en augmentation donc de 9% par rapport à la LFI 2017. Nous avions d'ailleurs déjà signalé l'an passé l'effort de sincérisation important de ce budget qui antérieurement était systématiquement sous-doté. Cette hausse de crédit se porte en particulier sur les actions de prévention et de gestion des risques liés à la production végétale, aux denrées alimentaires, aux maladies animales. Cette fois, et contrairement aux précédents exercices, l'exécution de la mission est proche des montants figurant en LFI, qu'elle ne dépasse que de façon limitée. La Cour des comptes, d'ailleurs, souligne un retour à la normale du budget sécurité alimentaire. Le programme 206 voit donc son exécution diminuer fortement par rapport à 2017 en raison de la diminution des crises animales, diminution de 105,8 millions d'euros, soit de 28% en moins donc de dépenses. Des dépenses supplémentaires sont induites par les épidémies passées qui ont été couvertes en exécution 2018. La mission a bénéficié de 99,6 millions d'euros en crédit de paiement de report, de crédits généraux destinés à couvrir la gestion des épidémies survenues en 2016 et 2017, principalement l'épidémie d'influenza H5N8, 29 millions d'euros. De plus, le programme 206 a bénéficié en 2018 de fonds de concours tardifs à hauteur de 13,6 millions d'euros correspondant au remboursement des dépenses effectuées dans le cadre de la gestion de l'épidémie d'influenza aviaire. En 2018, l'action 2, lutte contre les maladies animales et protection des animaux, a surconsommé ses crédits de 13 millions d'euros en raison de la recrudescence de la tuberculose ovine, on en a un petit peu parlé, de la gestion des maladies donc liées au virus influenza ou la fièvre catarrhale ovine. Les dépenses d'indemnisation des propriétaires d'animaux abattus se sont élevées à 18 millions d'euros. Malgré les bons résultats liés à la baisse relative de la crise sanitaire et au recouvrement des dépenses de gestion d'épidémie des années précédentes, des sous-exécutions existent. Par exemple, les difficultés récurrentes à recruter des effectifs de vétérinaires à hauteur des besoins sur certaines missions, comme pour le contrôle sanitaire en abattoir. Donc c'est une source d'interrogation. Les associations de défense du bien-être animal y sont bien sûr attentives. De même, en 2018, le budget de lutte contre la pyrale du buis n'a atteint que 100 millions d'euros de crédit, alors que ce dernier est une menace extrêmement forte pour le buis en France, si bien que l'INRA tire la sonnette d'alarme en attirant l'attention sur le temps nécessaire pour mettre en application les solutions de biocontrôle. Déjà, l'entreprise M2I a obtenu l'autorisation de mise sur le marché de son produit de confusion sexuelle pour lutter contre la pyrale du buis.
Cet exemple me conduit donc au sujet de mon thème d'évaluation, la montée progressive du biocontrôle. Les techniques émergentes du biocontrôle offrent de belles perspectives, mais de nombreux freins existent. Il est tout d'abord difficile de remplacer les produits phytosanitaires. Ceux-ci sont en effet très efficaces et bon marché. Malgré la forte demande des citoyens français et les efforts du gouvernement pour faire émerger une agriculture différente, il est compliqué pour les agriculteurs de changer rapidement leur modèle agricole. De ce fait, les différents plans éco-phyto se sont soldés par un échec. Les raisons de ce développement trop lent s'expliquent également par les fins institutionnelles et législatifs au niveau national et européen. Par exemple, il n'y a pas encore de définition partagée du biocontrôle au niveau européen. La législation à laquelle nos entreprises sont soumises ne leur permet pas de développer et propager les techniques de biocontrôle. Ainsi, l'entreprise M2I a affirmé en audition qu'aux États-Unis, il suffisait de 150 000 $ pour placer un produit de biocontrôle sur le marché, alors qu'il en faudrait à peu près 3 millions d'euros en Europe en raison des contrôles successifs et des autorisations sanitaires nécessaires. Enfin, le biocontrôle ne répond pas forcément aux attentes à court terme des agriculteurs et il est dès lors difficile d'attendre qu'ils abandonnent leurs techniques actuelles en sacrifiant une part de leur rendement. Le biocontrôle n'offre pas toujours un produit de substitution ad hoc. Il suit surtout une logique de long terme qui peut être contraire aux logiques du marché et des besoins actuels des agriculteurs. Donc, pour réussir, une volonté politique doit accompagner les agriculteurs, les doter des outils nécessaires pour embrayer la transition et répondre pleinement aux demandes de nos concitoyens inquiets des questions sanitaires et alimentaires. Le budget de programme de sécurité sanitaire est revenu à l'orthodoxie budgétaire, mais il faut appuyer son orientation pour satisfaire nos objectifs. Je voudrais maintenant vous poser quelques questions. La programmation à LFI 2018 est plus en phase avec son exécution que les années précédentes, mais ce n'est pas le fait d'économie du programme 206. Peut-on prévoir donc des économies sur ce budget qui est surtout une gestion de crise? Quelles sont les pistes? Deuxièmement, quelles sont les pistes concrètes dont dispose le gouvernement pour encourager le biocontrôle? Lors des auditions et les différents rapports portant sur le biocontrôle, la lourdeur de la réglementation relative à la mise sur le marché de nouveaux produits a été critiquée. Le gouvernement va-t-il encourager le processus de diffusion du biocontrôle et par quels moyens? La crise de Lactalis a mis en évidence l'intérêt d'un opérateur étatique principal, chef de file en quelque sorte pour contrôler la chaîne complexe de la sécurité alimentaire. Où en sont les réflexions de ce ministère à ce sujet? J'avais déjà posé la question l'an dernier. Le plan éco-phyto a été aménagé plusieurs fois pour que ses objectifs soient remplis. Comment faire pour améliorer les résultats de ce plan éco-phyto? Et enfin, les associations et certains rapports déplorent le manque de personnel dans les abattoirs, notamment vétérinaires, j'en ai parlé, qui doivent être présents en vertu de la réglementation européenne. L'année 2018 voit une sous-exécution du budget dans ce domaine. Comment faire pour augmenter le nombre de vétérinaires dans les abattoirs? Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre? Bien, merci. Dis donc, il y a beaucoup de questions. Hein, donc, non, mais c'est très important. D'abord, ce que je dois dire, c'est que en matière sanitaire, il y a toujours une part d'aléa. Et qu'on peut mettre un montant au budget, une somme au budget, mais alors pour le coup, on peut ne pas l'utiliser ou alors en avoir besoin de beaucoup plus en fonction de ce qui est passé. C'était le cas de l'influenza aviaire et de la FCO, mais l'influenza aviaire, pendant deux saisons, faire un vide sanitaire dans le sud-ouest, c'était pas forcément prévu et ça a coûté très très cher aux éleveurs, aux accouveurs évidemment, mais à l'État. Mais je voulais d'abord le dire. Et puis on a eu aussi la peste porcine africaine, on l'a évoqué tout à l'heure, c'était pas prévu. Il a fallu trouver 5 millions, un peu plus de 5 millions pour là-dessus. Et le travail que nous avons fait, les mesures de biosécurité pour tous les élevages de France, mais pour tous les élevages de votre région, Madame Cariou, c'est des choses qu'il a fallu... et je crois qu'il y a un dicton français, hein, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc là-dessus, bon, on est obligé de mettre un montant, on verra bien. De toute façon, on ajuste. L'État a toujours été présent lorsqu'il a fallu régler le problème des crises sanitaires, et ça, il n'y a pas de problème. Une situation très ardue, très compliquée. Les abattoirs et les vétérinaires. Bon. D'abord, je veux réaffirmer ici, ce n'est pas l'objet de l'audition, mais il y en a marre
des intrusions dans les abattoirs, il y en a marre de ces films, il y en a marre des intrusions dans les élevages, etc. On a déjà eu l'occasion de le dire. Mais enfin, ça va, quoi, à un moment. C'est compliqué, un élevage. C'est compliqué, un abattoir, pardon. Et dans un abattoir, ben, on met à mort des bêtes, et voilà. C'est la raison pour laquelle aussi la difficulté, c'est de trouver des gens pour y travailler. Des salariés, c'est très compliqué. Et des vétérinaires, ça l'est aussi. Et donc, nous sommes en difficulté, et je l'avoue, nous réfléchissons beaucoup. Je me suis engagé, abattoir par abattoir, département par département, à augmenter la présence du nombre de vétérinaires dans des abattoirs. Parce que je pense que c'est important, pas dans tous, mais dans certains que nous identifions, la mission abattoir va rendre son rapport, on va bientôt être au point, c'est important. Mais nous avons beaucoup de mal à trouver des agents supplémentaires. Même si aujourd'hui, les chiffres, c'est dans chaque abattoir, il y a près de 2000 agents qui sont mobilisés, et l'ensemble du plafond d'emploi du programme 206 a été consommé en 2018, parce qu'on est en commission des finances, hein. Il y a le plafond d'emploi 2018, il est consommé. Mais je pense qu'il faudrait en trouver plus. Et le travail qui est fait par ces agents, par ces vétérinaires, est absolument indispensable. Et là-dessus, moi, je ne transigerai pas. Autant je trouve inacceptable les intrusions, les attaques, et notamment dans l'Ain, le fait qu'un abattoir ait été incendié. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. C'est une condamnation totale, ferme de l'ensemble du gouvernement. Mais autant je ne transige pas sur le bien-être animal, la maltraitance, la lutte contre la maltraitance et le travail qui doit être fait dans les abattoirs et ce contrôle. Et je vais y mettre les moyens, le plus possible de moyens. En même temps, beaucoup d'associations critiquent le fait qu'il y a un manque d'effectifs. Il n'y a pas un seul abattoir en France, où il n'y a pas de vétérinaire pour contrôler. Enfin, ils ne sont pas là du début à la fin de la chaîne, du matin au soir, mais les contrôles sont quand même faits, je veux aussi le dire, en défense, ou plutôt en promotion du travail qui est fait par nos services, et c'est quelque chose de très important. Mais malgré le respect des règles de la protection animale, lors de la mise à mort et lors de l'arrivée de ces animaux, bon, il y a quand même des actes qui sont qui sont quand même violents, parce que mettre à mort un animal, qu'on le veuille ou non, c'est un acte qui doit être fait, et c'est pour ça qu'il doit être aussi contrôlé. J'ai rencontré l'ensemble des associations welfaristes déjà, et nous allons continuer à travailler. Moi, je souhaite vraiment renforcer les relations que nous avons avec les ONG, et notamment celles qui travaillent de façon positive, pas qui font des actes. Le 24 mai dernier, avec Guillaume Garot, le président du Comité national de l'alimentation, nous avons pérennisé, j'ai demandé de pérenniser le Comité national d'éthique des abattoirs. C'est quelque chose de très important. Donc il est pérennisé, et tout le monde est partie prenante. Et c'est sur la base de tout cela, je l'ai déjà dit, donc je peux vous le répéter là, que le gouvernement, et je prendrai des actions très fortes à la rentrée de septembre dans le cadre du bien-être animal, parce que je pense qu'il y a des mesures qui sont importantes, qui doivent être prises. Mais c'est un sujet, sachez, monsieur le rapporteur Lozana, que sujet qui est très inquiétant, au sens où on a du mal à trouver assez de vétérinaires. Sur toute la partie biocontrôle que vous avez évoquée, je crois que ce sujet-là, il est très important, et la volonté du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, c'est vraiment de développer le biocontrôle. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer les associations, les instituts, l'INRA fait du travail. Les solutions de biocontrôle représentent aujourd'hui environ 5% du marché de la protection des plantes. Ce n'est pas assez, mais enfin, c'est une avancée. Mais où vous avez raison, et vous avez noté la complexité et parfois les choses. Et là-dessus, nous prenons un certain nombre de mesures. Vous avez dit, je l'ai noté, la lourdeur. Et vous avez raison de parler de la lourdeur. C'est pour ça qu'une stratégie nationale de biocontrôle va être soumise au débat public à l'été. Parce que nous devons aller beaucoup plus loin. Et notamment en mobilisant plusieurs leviers. Un,
Des délais réduits d'évaluation d'octroi des AMM par l'ANSES. C'est beaucoup, beaucoup trop long aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 12 mois. Il faut réduire de moitié. On ne peut pas attendre aussi longtemps. Si on veut donner les moyens, il faut que ça avance. La taxe réduite pour les fabricants. 25 000 € au lieu de 50 000 €. On divise par deux. Je crois que c'est quelque chose de très important. L'allègement de la réglementation. Aujourd'hui, on demande beaucoup de choses. C'est normal qu'il y ait des contrôles. C'est normal que les AMM soient structurés et soient contrôlés. Mais enfin, si on veut qu'il y ait plus de biocontrôle, il faut aussi donner la possibilité aux entreprises qui font de la recherche de pouvoir y arriver. Parce qu'aujourd'hui, on a parfois le sentiment, je dis parfois le sentiment, que c'est très, très compliqué pour avancer dans cette direction. Et c'est pour ça que moi, je souhaite une définition, un cadre réglementaire clair et allégé au niveau européen. Il faut que nous abordions, nous décidions au niveau européen un cadre réglementaire clair pour tout le monde et allégé. Sans ça, nous n'y arriverons pas. Vous avez évoqué la sécurité sanitaire et Lactalis. Bon, vous avez en fait tout dit, c'est une question, une réponse. La mission interministérielle vient d'être lancée. Il faut évidemment un contrôle unique. C'est ce que nous faisons et on va faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Vous avez évoqué l'échec du plan Ecophyto, des plans Ecophyto. Comment ? Ecophyto 1, Ecophyto 2, Ecophyto 2+, mais peu importe. C'est à la fois un échec et ce n'est pas un échec. C'est un échec si on considère que ces 3 dernières années, il a été acheté plus de produits phytopharmaceutiques que les 3 années d'avant, même si c'est bon. C'est pas un échec dans la mesure où aujourd'hui il y a la volonté vraiment de bouger. La transition agroécologique, elle est prise par l'ensemble du monde agricole, par toutes les filières sans aucune exception. Qui a la volonté de sortir. On parle beaucoup du glyphosate, mais le glyphosate c'est la face émergée de l'iceberg. Ce qui compte, c'est de sortir de la dépendance à tous les produits phytosanitaires. Et là-dessus, je crois que l'ensemble des filières avance. Nous avons mis en place le comité d'orientation et de suivi du plan Ecophyto, qui est coordonné par le délégué interministériel, le préfet Biche, et dans lequel il y a les 4 ministères qui sont présents, et nous essayons de regarder les choses le plus possible. Il y a à la fois une volonté politique, une volonté associative, la société, des concitoyens et des consommateurs, une volonté du monde agricole, mais je constate aussi que les choses ne vont pas aussi vite que voudraient les citoyens. En même temps, je veux redire devant vous ici, ça c'est pas du tout financier, c'est qu'il n'y a pas une autre filière économique que l'agriculture qui a autant muté ces dernières années, qui s'est autant remise à question, qui a autant avancé et à qui on a demandé autant de choses différentes. Hein. Parce qu'au siècle dernier, c'était on produit, on fait du quantitatif, on s'endette, on achète des plus grandes machines, on met des produits et on avance. Et c'était normal, il fallait nourrir la France et nourrir l'Europe. Et il n'y a rien à dire, et moi je ne montrerai jamais du doigt les agriculteurs sur ce sujet. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire, et je le dis à nouveau, l'alimentation française, qu'elle soit bio, qu'elle soit conventionnelle, qu'elle soit raisonnée, qu'elle soit tout ce que l'on veut, est une alimentation de qualité. Mais maintenant, il faut passer du quantitatif au qualitatif. Et passer au qualitatif, ça demande de l'investissement, ça demande des moyens de faire autrement, ça demande de la formation. C'est pour ça que dans tous nos établissements agricoles, dans nos 800 établissements agricoles, on change la base de nos formations pour arriver à faire différemment. Mais voilà, il n'y a pas une autre filière économique qui a autant muté et qui en a demandé autant. Alors, de grâce, arrêtons la théorie du bouc émissaire, arrêtons de montrer du doigt, arrêtons de traiter d'empoisonneurs, de pollueurs, de je ne sais trop quoi. Le paysan, il vit dans les champs, il vit dans l'air qu'on respire, il n'a pas envie de polluer, il n'a pas envie de s'intoxiquer. Il y a eu un certain nombre de difficultés que personne ne nie, mais nous sommes dans la transition agroécologique et dans les mutations qui sont en train de se faire, et je voulais l'évoquer. Je crois que j'ai répondu à vos interrogations, monsieur Zan.